Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons continuer aujourd'hui notre cours avec la deuxième partie qui est consacrée aux heures de travail. Nous allons voir certaines limitations qu'un salarié ne peut pas dépasser et nous allons voir aussi les heures complémentaires et les heures supplémentaires pour essayer d'éclaircir un peu ces deux concepts et de voir aussi leur fonctionnement. La durée du travail donc du salarié. Sauf dérogation conventionnelle ou collective, le salarié est soumis à une durée légale de travail à temps plein de 35 heures par semaine. Donc un salarié qui est embauché à temps plein, c'est 35 heures par semaine. La durée légale du travail pour un temps complet est de 151,67 par mois, ce qui équivaut à 1607 heures par an. Ces 151,67, on les a trouvés en prenant les 35 heures donc par semaine multipliées par 52, parce qu'il y a 52 semaines dans l'année, et divisé par 12, parce qu'il y a 12 mois. Voilà. Les heures effectuées au-delà de la durée légale ou conventionnelle, ils sont considérés comme des heures supplémentaires. Et ça, les heures supplémentaires sont calculées à la semaine, pas au mois. On va regarder une semaine, combien le salarié a effectué. S'il a effectué au-delà des 35 heures, on doit lui payer les heures supplémentaires. Voilà, et tout à l'heure nous allons voir comment ça fonctionne les heures supplémentaires. Si la durée du travail est inférieure à la durée légale ou conventionnelle, le salarié travaille à temps partiel. Tout salarié ou apprenti qui est âgé de moins de 18 ans, il est soumis à une durée qui est réduite. Le salarié ayant la qualité de cadre dirigeant n'est pas soumis à une durée minimale ou maximale. En général, ils sont au forfait. Nous allons voir un peu plus tard. La durée maximale de travail, donc il y a à plusieurs niveaux. Il y a la durée maximale quotidienne, hebdomadaire, et la durée maximale quotidienne de travail, elle est limitée à 10 heures. Et bien entendu, sauf dérogation, urgence ou bien conventionnelle, et cela doit rester dans la limite des 12 heures par jour. La durée maximale hebdomadaire, elle est limitée à 48 heures. Un salarié ne peut pas travailler au-delà de 48 heures par semaine et 44 heures par semaine en moyenne sur les 12 derniers mois et 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives. Il ne peut pas travailler 48 heures pendant 12 semaines consécutives parce que la moyenne, ça va dépasser les 44 heures. Il peut travailler une semaine 48 heures, l'autre semaine 40 heures, après 38 heures, après 46 heures, mais la moyenne doit rester dans les 12 semaines consécutives, doit être limitée à 44 heures par semaine. Par dérogation, la durée maximale sur une semaine peut être augmentée. En cas de circonstances exceptionnelles, ça peut aller jusqu'à 60 heures maximum sous réserve d'accord de l'inspection du travail. Parce que des fois, il y a des urgences, il y a des contraintes, notamment comme ce qui se passe de nos jours avec la pandémie. Il y a certaines fonctions qui sont appelées à travailler beaucoup plus, que ce soit par manque de main-d'œuvre, que ce soit par nécessité. Et c'est limité à 60 heures par maximum. La durée maximale du travail, donc, le dépassement de la durée moyenne des 44 heures par semaine dans la limite de 46 heures sur une période de 12 semaines consécutives. Et cela dans les conditions suivantes. Si une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement
le prévoit. À défaut de l'accord ou d'une convention, il faut aussi l'autorisation de l'inspection du travail. Donc, on est dans un cas de dérogation, ça reste toujours limité. On ne peut pas travailler chaque semaine 60 heures. Le temps de pause. Le temps de pause d'au moins 20 minutes consécutives est accordé au salarié dès que son temps de travail quotidien atteint 6 heures. C'est dans le code du travail. La pause est accordée soit immédiatement après 6 heures de travail, soit avant que cette durée de 6 heures ne soit entièrement écoulée. Nous allons passer maintenant aux heures supplémentaires d'un salarié. C'est une notion qu'on entend souvent dans les entreprises, surtout en tant que gestionnaire de paye, que ce soit en tant qu'RH. Et il y a beaucoup qui confondent certaines règles qui ne sont pas conformes soit au code du travail ou bien aux conventions collectives et qui sont des fois contraints par la loi de s'y soumettre. Nous allons voir un peu pour essayer de comprendre cela parce que c'est important et ça concerne tous les salariés pratiquement qui sont appelés à faire des heures supplémentaires. Les heures supplémentaires sont des heures de travail faites à la demande de l'employeur au-delà de la durée légale du travail, soit 35 heures par semaine. Tout salarié peut être amené à faire des heures supplémentaires à l'exception du salarié en forfait annuel jour et du salarié ayant la qualité de cadre dirigeant. Et pour être considéré comme cadre dirigeant, le salarié doit cumuler les 3 critères suivants. Se voir confier des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps. Être habilité à prendre des décisions de façon largement autonome, percevoir une rémunération se situant dans des niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou l'établissement. Il faut savoir que dans certaines entreprises, notamment les grandes, qui ont des grilles de rémunération, il y a certains dirigeants qui sont hors grille, qui font pas partie de la grille, qui sont payés un peu plus, vu leur fonction, leur responsabilité, leur autonomie, leur place dans la gestion de l'entreprise. Et à défaut d'accord ou de convention, le contingent est fixé à 220 heures par salarié et par an. Les heures qui rentrent dans le contingent sont les heures accomplies au-delà de 35 heures par semaine, sauf celles effectuées dans le cas des travaux urgents. Ce contingent déterminera le droit du salarié à temps compensateur parce que quand on dépasse les 220 heures qui est le contingent des heures supplémentaires. Le contingent, ça veut dire toutes les heures qu'il a travaillées au-delà de 35 heures par semaine. On les accumule pendant une année et ces heures-là ne doivent pas dépasser les 220 heures. Et si ça dépasse les 220 heures, le salarié aura droit, en plus du paiement de ces heures supplémentaires, à du repos compensatoire. La fiche de paye doit faire apparaître les heures payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour les heures supplémentaires en mentionnant ou les taux appliqués, soit un taux ou bien les taux, parce qu'il y a deux types de majoration, que ce soit 25 ou bien 25% ou bien 50%. Il doit les faire apparaître sur le bulletin de paye. C'est une obligation légale. On doit avoir les heures travaillées qui sont payées à taux normal, les heures qui sont payées à taux de 25%, les heures qui sont payées à un taux de 50%. S'il a atteint le taux de 50%, sur le bulletin de paye, il doit y avoir les 3 lignes. À défaut d'accord de convention, les taux de majoration horaire sont fixés à 25% pour les premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine, ce qui veut dire de la 36e jusqu'à la 43e heure.
et 50% pour les heures suivantes. Une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir un taux de majoration qui soit différent à ces taux-là, 25% ou 50%, mais ce taux ne peut pas être inférieur à 10%. La rémunération des heures supplémentaires, pas complémentaires. On prend un exemple. Un salarié qui effectue 45 heures de travail dans une semaine, il est payé 13 € brut de l'heure. La convention collective ne prévoit rien de particulier sur les heures supplémentaires. Donc le salarié il percevra les 35 heures à taux normal qui sont payées à 13 €, 8 heures qui sont majorées au taux de 25%, ce qui veut dire 13 € multiplié par 1,25, ce qui donne un taux horaire pour ces 8 heures de 16,25 €, et 2 heures qui sont majorées au taux de 50%, c'est-à-dire 13 € multiplié par 1,5, ce qui donne 19,5 €. Dans le titre, c'est supplémentaire, pas complémentaire. Désolé. Et sur le bulletin, on doit avoir les 3 lignes. Les 35 heures qui sont payées à 13 €, les 8 heures qui sont payées à 16,25 et les 2 heures qui sont payées à 19,5. Et pour prendre le taux de majoration, le taux horaire, on ne doit pas prendre que le taux de base, du salaire de base, mais il y a certains éléments qu'on doit exclure et d'autres qu'on doit inclure pour déterminer le taux horaire qui doit être soumis du coup à la majoration. Nous allons commencer par les éléments qui sont exclus du salaire de base, servant de majoration. C'est les primes qui représentent des frais. Ça représente comme des frais, mais qui ne sont pas payés comme des frais professionnels en bas de bulletin, mais elles sont payées comme des primes. C'est notamment les primes de panier, d'outillage, de salissure, d'usure de vêtements, les primes de déplacement, les primes de transport. Ceux-là, ils ne sont pas pris en compte dans le taux horaire, qui est du coup par la suite majoré dans les heures supplémentaires. Les primes d'ancienneté, sauf si un usage ou une convention collective prévoit l'intégration dans l'assiette d'une majoration pour heures supplémentaires. Les primes de résultat, telles que les primes de rendement, de production, de productivité liées à la productivité générale de l'entreprise. Ça rentre pas. Les primes du 13e mois ou la fin d'année. Et là devant, c'est la Cour de cassation, c'est les articles que vous pouvez trouver du coup pour approfondir un peu sur ces différents points. Les primes liées à un événement familial comme le mariage, la naissance d'un enfant, l'anniversaire. Si par exemple un salarié est marié, qu'on lui donne une prime de 500 €, les 500 € là ne doivent pas entrer pour le calcul du taux horaire qui va être majoré dans le cas où il y a des heures supplémentaires. La prime liée à la médaille du travail, pareil, ça rentre pas. De l'autre côté, il y a des éléments qu'on doit inclure dans le salaire de base. On a les avantages en nature, qui sont un des éléments du salaire qu'on doit inclure. Les primes de résultat, rendement, productivité, production qui sont liées à un rendement individuel, pas collectif. Les primes annuelles de résultats directement rattachées à l'activité personnelle du salarié. Les primes d'assiduité, les primes liées à la nature même du travail, les primes d'astreinte, le travail de nuit, le travail dimanche, les jours fériés, ainsi de suite.
c'est des éléments qu'on doit inclure. Donc, en général, c'est des éléments, les points qui concernent le salarié et le travail, le rendement et l'implication du salarié dans son travail. Ces éléments-là rentrent, et ceux qui sont considérés comme des frais qu'on paye comme prime, ça rentre pas, et ce qui concerne le rendement général de l'entreprise, ça rentre pas. Sauf, bien entendu, un accord ou bien un usage ou bien une convention collective qui intègre certains éléments à l'intérieur du taux horaire qui est soumis à majoration. Mais c'est rare. La mensualisation, c'est un élément qu'on rencontre notamment chez les salariés qui sont en CDI ou bien qui travaillent pour de longs mois dans une entreprise, qui sont embauchés. La mensualisation est intégrée dans le Code du travail en 2008. La loi du 19 janvier 1978, dont les dispositifs ont été repris dans le nouveau Code du travail. Donc, ils ont prévu le paiement chaque mois d'une rémunération déterminée indépendamment du nombre de jours qu'il comporte le mois. Je prends un exemple pour faciliter. On embauche un salarié qui est payé pour 2000 € le mois. Chaque mois, janvier, février, mars jusqu'à décembre, on le paye 2000 €. Sachant qu'en janvier et février, le salarié n'a pas travaillé les mêmes heures, le même nombre d'heures. En janvier, il y a plus d'heures qu'en février. Il y a plus de jours ouvrés. Et d'un mois à un autre, les heures changent. Mais le salaire doit rester toujours le même, 2000 €. Parce que quand on va lisser après le nombre d'heures durant toute l'année, ça rentre, c'est une moyenne. Donc on va pas prendre un salarié, janvier on le paye 2000 €, février on va lui diminuer parce qu'elle a travaillé moins, mars on lui paye un peu plus. Donc c'est pour stabiliser le salaire d'un salarié et sa situation chaque mois. Sont exclus du bénéfice de la mensualisation les travailleurs à domicile, les travailleurs saisonniers et les travailleurs intermittents et les travailleurs temporaires. Après avoir vu le contrat de travail à temps plein, les heures légales à temps plein qui est de 35 heures, nous allons voir le cas d'un temps partiel qui diffère un peu mais pas trop. Tout salarié peut être amené à travailler donc à temps partiel, c'est-à-dire pendant une durée inférieure à la durée légale qui est de 35 heures. Dans ce cas, le salarié à temps partiel est tenu de travailler pendant une durée minimale qui est bien précisée dans le contrat du travail. Quand on embauche un salarié à temps partiel, on a l'obligation de rédiger un contrat de travail. Parce que dans le droit commun, un salarié qui est embauché à 35 heures, CDI, temps plein, en respectant toutes les règles légales qui rentrent dans le droit commun, on n'a pas l'obligation d'avoir un contrat de travail. Dans ce cas-là, il est embauché sans clause particulière à 35 heures et en CDI. Mais si on embauche quelqu'un à temps plein pour un contrat de durée déterminée, dans ce cas-là, il faut un contrat de travail. Et si on embauche qu'un salarié pour une durée inférieure aux 35 heures, on est dans l'obligation d'avoir un contrat de travail écrit et signé par les deux parties, le salarié et l'employeur.
Le salarié à temps partiel peut être amené à effectuer dans certaines limites des heures en plus des heures définies dans son contrat de travail, et ces heures sont appelées les heures complémentaires. Il faut toujours faire une distinction entre heures complémentaires et heures supplémentaires. Heures supplémentaires pour un salarié à temps plein, au-delà de 35 heures. Des heures complémentaires, c'est pour un salarié à temps partiel. Le salarié qui travaille à temps partiel doit signer, comme je l'ai dit, un contrat écrit qui doit mentionner les qualifications salariées, les éléments de rémunération, durée de travail hebdomadaire ou mensuelle qui sont prévus, répartition de la durée de travail entre les jours, parce que c'est important, limite dans laquelle peuvent être accomplies les heures complémentaires, modalité de communication par écrit salarié, des heures de travail pour chaque journée travaillée, cas dans laquelle la répartition de la durée de travail peut être modifiée et nature de cette modification, tout avenant au contrat de travail doit également faire objet d'un écrit. À défaut, le contrat est présumé d'être à temps plein. Si vous êtes un employeur ou bien gestionnaire de paye ou bien un RH qui s'occupe des contrats, qui s'occupe de la paye, il faut faire attention à ces éléments-là. Parce qu'au moindre problème, au moindre négligence, ça peut se retourner contre l'entreprise. Si le salarié va au prud'homme, il dit il n'y a pas de contrat, il peut être requalifié à temps plein. Donc il faut souvent faire attention et bien rédiger les contrats et bien les faire signer à temps, pas laisser les choses passer. Et bien entendu, les heures complémentaires sont rémunérées et majorées aussi. La rémunération du salarié à temps partiel est calculée au prorata de cette durée de travail. Elle est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise. La rémunération peut être lissée, ce qui permet d'assurer une rémunération fixe et régulière. C'est le cas, comme on l'a vu tout à l'heure, la mensualisation. On peut faire aussi pour un temps partiel. On prend un exemple, une entreprise qui embauche par exemple un informaticien pour un temps partiel à 75,83 heures par mois. Un autre informaticien dans l'entreprise, d'habitude ils sont payés à 2500 selon la grille de l'entreprise pour un temps plein. Un informaticien à temps plein, ce qui veut dire 151,67, il est payé 2500 €. Ce qui signifie que pour notre informaticien à temps partiel, il sera payé à 1249,92 €. Donc on fait la proratisation. Et chaque mois, on lui paye le même salaire. Comme on a vu, par exemple, comme l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, un salarié qui travaille 35 heures par semaine, et durant le mois, il ne fait pas forcément 151,67. En janvier, il fait un certain nombre d'heures, février moins, mars, avril, mai, juin, etc. Et c'est la même chose, par exemple, si on prend un salarié qui travaille 25 heures par semaine, et au mois, chaque mois, du coup, ça diffère. Il n'a pas le même nombre d'heures. « 25 heures par semaine, ce qui signifie qu'il travaille 108 heures,33 par mois. Mais ça diffère d'un mois à un autre. Et ce n'est pas pour autant qu'on doit le payer moins. C'est ce qu'on appelle la mensualisation, ça va se lisser tout le long de l'année. Et tout le long de l'année, ce qui va donner une moyenne qui correspond pour un temps plein
la moyenne, ça va être les 151,67. Et pour notre informaticien là qui est à temps partiel, la moyenne va se retrouver à 75,83. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Les heures complémentaires. Les heures complémentaires sont des heures, donc, comme je l'ai dit, qui sont effectuées au-delà de l'heure fixée dans le contrat. S'il travaille, par exemple, notre salarié travaille à 25 heures par semaine, s'il travaille une semaine, il a travaillé 26 heures, là, une heure là en plus doit être payée avec une majoration. Les heures complémentaires sont possibles en respectant deux conditions. Les heures complémentaires peuvent être effectuées dans la limite de 1/10 de la durée hebdomadaire mensuelle de travail prévue dans le contrat. Elle peut être portée à 1/3 de la durée hebdomadaire mensuelle par convention ou accord de l'entreprise. Ce qui veut dire que un salarié qui est embauché à 25 heures par semaine, il a le droit d'effectuer 2,5 heures en plus, d'heures complémentaires en plus. Il ne peut pas aller au-delà. Sauf s'il y a un accord d'entreprise, il peut faire 1/3. S'il y a un accord, il peut aller jusqu'à 8h33. Sinon, il est limité à 2,5 heures. Les heures complémentaires ne doivent pas porter la durée de travail du salarié au niveau de la durée légale. S'il effectue des heures complémentaires, ça ne doit pas dépasser les 35 heures par semaine. Sinon, ça va être un temps plein. Il faut faire attention à ces calculs, à ces heures complémentaires, parce que ça peut se retourner contre l'entreprise. Et dans le cas, par exemple, vous voyez dans votre entreprise qu'un salarié doit travailler plus, il a 30 heures, vous avez besoin de lui pour qu'il fait 10 heures de plus dans une semaine. Donc, ce qui va dépasser les 35 heures, il faut rédiger un avenant. Un avenant qui doit être signé entre les deux pour telle période. Jusqu'à telle période, vous allez modifier le taux horaire. Vous allez modifier le temps de travail de telle date à telle date. Par exemple, vous pouvez dire pour le mois de février, au lieu de travailler 75,33 par mois, on va signer un contrat de 90 heures, ce qui vous ouvre le droit d'effectuer un peu plus. Ou bien, c'est possible de mettre en mars, alors qu'il était en temps partiel, vous pouvez mettre en mars, du 1er mars au 30 mars, ce salarié va travailler à temps plein, 151,67. Faire signer le salarié, vous allez le signer et tout va bien se passer. À ce moment-là, il aura le droit de travailler les 35 heures. Il aura le droit d'aller au-delà des 35 heures qui seront payées en heures supplémentaires, comme nous l'avons vu tout à l'heure durant les heures supplémentaires. C'est des éléments à ne pas négliger, parce qu'au niveau de la loi, ça rigole pas trop avec ces éléments-là. La rémunération des heures complémentaires, toute heure complémentaire accomplie donne lieu à une majoration de salaire. Le taux de majoration d'une heure complémentaire peut être fixé, bien entendu, par la convention un accord de branche étendu, sans être inférieur à 10%. S'il n'y a pas d'accord, s'il n'y a pas de convention, les taux qui nous sont donnés par le code travail, 10% pour chaque heure complémentaire accomplie dans la limite du 1/10 et 25% ceux qui vont au-delà de 1/10 jusqu'à 1/3. Donc si on reprend l'exemple que j'ai cité tout à l'heure pour un salarié qui a 25 heures par semaine, il peut travailler 2,5 heures en plus durant la semaine qui seront payées à 10%, qui seront majorées à 10%. Dans le cas où il travaille dans une entreprise qui a un accord qui permet d'aller jusqu'à 1/3,
il sera payé les 2,5 à 10%, ce qui dépasse les 2,5 jusqu'à 8,33 qui correspond à un tiers, seront majorés à 25%. Voilà, nous avons vu les heures maximum qu'un salarié n'a pas le droit de dépasser. Nous avons vu les heures supplémentaires et les heures complémentaires. C'est des éléments qu'il faut bien maîtriser, qu'il faut revoir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et la prochaine fois, j'essaierai de faire une petite vidéo rapidement pour voir comment ils doivent être traités sur un bulletin de paye. Et toujours, nous allons voir le brut. Je vous souhaite bon courage, bonne réussite à chacun et à chacune. Portez-vous bien et je vous dis à la prochaine. Merci.